voir le vague qui monte et descend, rentrer au milieu des vagues et ressortir après et aller devant sur les planches, comme Damien le fait. Il se balade sur son planche, c'est étonnant. On dirait la magie, c'est la magie en fait. Moi j'aimerais bien le faire. J'entends les gens dire que la nuit porte conseil, mais moi c'est la mer qui me porte conseil en fait. Quand je viens, je m'assois, je réfléchis, je regarde la mer, je trouve que c'est très beau. Je peux avoir beaucoup d'idées en fait. Ok. C'est pour ça que je te prends toujours au bout de la digue à Anglette. Merci. Oula, j'aime pas me baigner ici. Il y a trop de cailloux là, on va aller à la plage. D'accord, c'est parti. Plage de sable. Je m'appelle Diallo Zakaria, j'ai 16 ans et demi, je viens de la Guinée-Conakry vers l'ouest. Et ça fait depuis 4 ans que je suis sorti chez moi. Et je perdu tous mes parents. L'année 2009, vers les stades, c'était une manifestation. J'étais dans un stade le 28 septembre, comme on l'a dit nous. Mais voilà, mes parents ils étaient, mais moi j'étais pas, heureusement. Parce que mes parents ont reçu des balles et ils sont morts dessus. Et du coup j'étais avec mon oncle en Guinée. Et voilà, je ne pouvais pas vivre chez lui parce qu'il m'a maltraité et tout ça. C'était impossible de vivre avec lui. Il m'a fait sortir de l'école maternelle pour me faire rentrer dans une école coranique où je me réveillais chaque jour à 4h du matin, où je faisais les mendiants, où il faut que je fasse du mendiant pour manger, sinon je ne peux pas manger. Il faut avoir de l'argent pour rapporter aussi à ton chef, sinon on tape toute la nuit et tu ne dors pas. Tu restes debout, arrêté, c'est une punition, on dit ça. Et après je me suis enfui pour aller à l'aventure parce que j'ai perdu mes parents, j'avais personne, j'ai pas de frère, pas de sœur. Et du coup je suis allé vers le Sénégal. Voilà, je suis allé vers le Sénégal, je restais pendant un mois. Je dormais dans la rue et j'avais une charrette que je poussais, je puisse avoir des marchandises, quoi me satisfaire mes besoins en fait. J'ai dû ça, acheter de la nourriture et tout ça, avoir un peu de l'argent. Tu n'es pas obligé de voler, il faut travailler. J'étais un garçon, c'est ça que je dis. Je suis obligé je me suis fourni une charrette où je travaillais, je dormais dessus chaque nuit. Et après, je voyais ça, ça me convenait pas. Et je quittais vers le Sénégal, je suis allé vers la Mauritanie, où je restais pendant des ans, où j'ai eu des amis, où j'ai eu des personnes qui m'aiment, où j'ai commencé une belle vie. Pas comme une vie d'enfance avec mon oncle, c'était horrible. Et voilà, je commençais un départ, je commençais à apprendre le métier, et voilà, le métier de menuisier à aluminium pendant des ans. T'avais quel âge là J'avais entre 14 ans, 13 ans, 13-14 ans en ce moment. Tu travaillais à 14 ans À 14 ans, parce que nous en Afrique, là, tu peux travailler même à 5 ans, ça pose pas de problème. Voilà quoi, c'est pour ça, les gouvernements ils s'en foutent, les présidents ils s'en foutent en fait de ça. Tu vois, un petit garçon qui part travailler pour chercher, pour satisfaire à ses besoins parce qu'il a perdu ses parents ou bien il est orphelin, tu as vu. Et voilà, je suis resté là, en Mauritanie pendant des ans où je travaillais à l'aluminium, où je puis avoir de l'argent, comme payer une chambre avec une amie. Je restais avec lui, il était sympa, il était comme un frère en fait, frère de sang. On s'entraidait, on faisait tout ensemble. Voilà, après, à un moment donné, je dis, ça va pas, je vais pas rester là tout le temps à faire cette vie, ça va me mener à rien. Du coup, j'ai pris la décision. Je savais qu'aller à Libye, à l'Algérie, c'était la mort. Mais quand même, je pris la décision. En ce moment, je voulais qu'il mourir. Je ne pensais pas à la vie. Pour moi, en ce moment, la vie, il n'existait pas. Depuis que je perdais mes parents, la vie n'existait plus pour moi. Je voulais qu'il mourir. Parce qu'une fois, je voulais me tuer. Je voulais me suicider. C'est un ami qui me l'a empêché. Ça, je ne l'ai jamais dit à personne, mais là, je te le dis. Voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Il m'a sauvé la vie. C'est son père qui m'a donné l'argent pour quitter la Guinée et tout ça, pour aller faire de nouvelles aventures. Zakaria, il m'a dit, Zakaria, tu mérites de... Tu as une vie. La vie est longue devant toi. Saisis-la. Je dis, ok, pas de problème. Ne te tue pas à cause de ça. De toutes les façons, la vie, ça continue tout le temps. Et voilà quoi.
À un moment donné, quand je suis à Mauritanie, je restais pendant des ans. Je dis non, je ne vais pas rester là pendant toute ma vie. Il faut que j'avance ou je meurs, je ne sais pas trop. Et je pris la route de Libye. Et je passais vers le bus en Mauritanie. Je suis parti vers le Mali. Après Mali, Bamako, je restais là-bas pendant un jour, 2 jours. Après, je pris le bus, un autre bus qui part à Gao. Un grand bus, il y a beaucoup de gens. Et à Gao, je trouvais de passeurs. Je trouvais des passeurs, tu le payes et il te fait rentrer dans les voitures. Mais vous êtes comme des esclaves en fait. Et ils nous mettent tout dedans. Tu as une bouteille de 5 litres en fait de l'eau et on passe dans le désert en fait. Voilà, quand on est arrivé là-bas, ils nous ont mis tous dans un car serré comme ça. Ils nous ont emmenés jusqu'au plein désert. Ils nous ont fait redescendre. Ils ont fait descendre vers Agadez. C'est le plein désert. Ils ont harcelé et dit si vous ne sortez pas de l'argent, on vous lâche là. Ils nous menaçaient tout ça avec des couteaux, des armes. Ils avaient des armes, nous on ne savait pas. Le passeur, il nous a vendu alors. Nous on ne savait pas, il nous a vendu. Il vous a vendu à qui? Comme je peux le dire, les Touaregs. Et ils avaient des armes. Nous on ne pouvait rien, on n'a rien de tout. Et ils ont pris tout notre argent. Ils ont fermé pendant un mois où je mangeais qu'une fois pendant la journée, que ces airs. Ils tapaient des gens, ils violaient des femmes, ils tuaient des gens. Tu vois, personne, ils torturent. Je peux dire que mourir, ce n'est rien de tout. Mais la torture, c'est plus violent que de mourir. Je préfère mourir comme ça que de torturer sur quelqu'un. Mais ça, on a vécu ça. Chaque matin, de fouet, de taper, voilà. Pendant un mois. Moi, ils m'ont demandé, ils nous menaçaient, ils demandaient un numéro, tu donnes ton numéro pour on laisse ta vie. Ils vont appeler tes parents, après ils vont faire genre une caméra. Ou bien ils vont appeler tes parents au téléphone, ils vont te le passer en te fouettant. Tu pleures et tes parents, une mère ou une père, s'ils sentent ça, ça fait le mal. Même si où il va trouver l'argent, même s'il va le voler, il va l'emprunter ou quoi, il va faire tout son possible pour sauver son fils. Je voyais des gens. Et moi, ils m'ont demandé, je dis non, vous pouvez me tuer si vous voulez. Parce que moi, j'ai pas de parents. Je n'ai pas de parents, j'ai rien de tout. T'as vu? Vous pouvez me tuer si vous voulez. Après, voilà, ils nous ont lâchés. Ils nous ont gardés pendant un mois. Après, ils ont tué certains, ils ont gardé certains, je ne sais pas pourquoi. Ils ont gardé certaines femmes, je ne sais pas pourquoi. Et nous, ils nous ont lâchés plein de désert. Rien de tout. Pas de nourriture, pas de l'eau. On a marché pendant longuement, des 100 km avant d'arriver à Alger. Avant d'arriver à un village qui s'appelait Kiba. C'est eux qui nous ont sauvé la vie. Et beaucoup d'entre nous ont perdu la vie dans le désert aussi. Je ne pouvais pas dire ça, mais c'était un peu triste en fait. Et du coup, voilà. Et après, t'es arrivé au Maroc, t'as traversé la mer? Ouais, après, à l'Algérie, j'étais à Kiba pendant 6 mois où je travaillais dans une ferme. On peut dire comme un esclave aussi, hein, parce qu'on te payait peu de l'argent et avec ça, je suis faire des économies pour avancer. Et après, on a pris le route de Alger, on est allé vers l'Alger. À l'Alger, on a pris une frontière entre l'Alger et Maroc. Je ne sais plus comment on appelait entre les frontières, je sais plus, j'ai oublié. Voilà, on a dépassé là-bas, on a trouvé le soldat. Il y a un grillage en fait. Il y a un grillage, il y a un gros trou. Il faut dépasser le grillage, c'est comme l'Espagne en fait. C'est comme l'Espagne-Maroc en fait. Il y a un gros grillage à Ceuta. Et à Nador, t'as fait quoi là? C'est pas Nador, on n'est pas arrivé d'abord. Ah oui, Nador, c'était les derniers. C'était les derniers avant que je fais mon Boza, on peut dire, avant que je rentre en France. On dit ça Boza nous. Et je suis arrivé à Casablanca, j'ai resté pendant 2 mois. J'ai reçu tout mon argent, je pouvais pas. Et je me suis tourné toujours en arrière, vers la Mauritanie, à côté de la Mauritanie, Dakhla. Mais Dakhla, c'est une usine que j'ai attendue, on peut travailler, où on peut travailler et gagner des sous. Celui qui ne peut pas travailler, parce qu'à Maroc, c'est difficile de trouver le travail dans les capitales, c'est un peu difficile pour nous. Et je suis allé à Dakhla où je travaillais pendant 4 mois dans une usine où j'habitais. Et voilà, quand j'ai eu un peu de sous, directement quand j'ai entendu Nador, ça allait bien. Je suis parti vers le Nador. J'ai resté 2 mois dans la forêt. C'était dans une forêt. On restait 2 mois.
Il y avait des policiers qui venaient tout le temps, chaque matin, on ne pouvait pas. On se réveillait chaque matin à 4h, 5h du matin pour aller balader, pour aller trouver une cachette en fait, dans les montagnes. Et on n'avait que 15 jours de repos, que dimanche en fait. Et voilà, c'est ça qui fait, un jour est arrivé, je tentais tout le temps, j'allais dans la mer, parfois notre soldage qui perçait, on se retournait. Des fois on allait, on restait des longues heures à la mer, on voyait personne. Des fois c'est les vagues qui nous amenaient vers l'orage et tout ça. Et voilà quoi, c'est ça, jusqu'à il y a fait un jour que je rentrais en France, je rentrais en Espagne. Mais... Après en Espagne, tu as traversé pour venir en France? Ouais, je traversais pour venir en France et voilà, c'était compliqué aussi. Parce qu'en Espagne, je restais pendant des semaines. Dans un campo, je sais pas trop, dans un campo comme ça, un campo de Croix-Rouge. Je restais pendant des semaines. Et après, je voyais ça va pas, je dis je vais quitter, je vais aller faire la France parce que je ne me comprenais pas. Je ne parlais pas leur langue et puis c'était un peu difficile. Ils me disaient que ouais, tu peux essayer, tu peux comprendre, ça va, tu peux étudier un peu. Il s'agit d'étudier un peu et comprendre. Je dis non, je ne peux pas. Espagnol, non, c'est impossible pour moi. Et après, ils ont pris dans un bus, ils nous ont amenés à Bilbao. À Bilbao, où on nous a rencontrés d'autres Croix-Rouges en fait. Mais ce n'était pas pareil du tout. Les Croix-Rouges étaient gardés que 5 jours. 5 jours, on te donne nourriture ou dormir, pas plus. Et après, tu es dans la rue. Et je restais là-bas pendant 5 jours. Et des jours, je dormais dans la rue à Bilbao. Et heureusement, j'ai eu quelqu'un qui m'a amené jusqu'à Irún. Parce qu'il y a tout le temps de gens gentils dans ce monde en fait. C'est pas tout le monde qui est mauvais en fait. Il y a des gens gentils, il y a des méchants et des gentils en fait. Et voilà. Quand je suis arrivé à Irún, directement je pris un bus de DRO, je montais dans le bus, je partais direct, je ne croyais pas qu'il y avait de la police devant. Je dis non, je crois pas, parce que je dépassais entre beaucoup de frontières, je crois pas qu'il y a la police. Et quand je suis venu, pam, ils nous ont pris. On fait retourner en Espagne, ils nous ont laissé vers l'Espagne et alors tu es libre. On dirait que j'étais en prison. Je dis oh, je suis libre. Je dis ok. Et après il y avait des dames qui viennent d'une association. Ils m'ont accueilli, ils m'ont donné à manger. Ils m'ont bien nourri, ils m'ont donné à manger. Ils m'ont dit on va t'aider. Je dis ok. Et je suis resté là toute la journée à penser qu'est-ce que je vais faire. Et après je dis non, ça va pas, je vois des gens marcher et il faut que je marche moi aussi. Voilà quoi, je marchais pendant 200 km, c'est pas de petits kilomètres, comme j'attends 20 km qui va m'empêcher à marcher. Allez, je suis parti, voilà quoi, c'est comme ça que je suis parti, La première fois on a fait stop, on a pris la petite route d'Andaïla, on est parti. Et les flics nous ont chopés. Et les gars, heureusement, il n'a pas eu de problème parce qu'on a expliqué les policiers, c'était genre un stop en fait, qu'on a fait. Et après quand on s'est retourné, j'ai pris la décision de marcher en fait. J'ai marché jusqu'à arriver à Bayonne. Arrivé à Bayonne, je rencontre qui? Damien Castera, le meilleur surfeur. Mon première rencontre. Et c'était gentil, c'était sympa. Il m'a rencontré, il ne me connaissait pas. Mais moi j'étais un peu choqué. Je ne pouvais pas parler, je ne parlais pas quand j'étais à la place des Basses. Je rencontrais beaucoup de personnes, Monia et Damien Castera ensuite. Et ils ont pris un accord que je peux dormir chez Damien Castera. Franchement, c'était gentil. Merci beaucoup pour tout. Et il m'a offert beaucoup de choses et il m'apprend le cerf. J'espère qu'un jour je vais devenir réplication. Quand je suis venu à Bayonne, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais chez Damien Castera pendant 3 semaines. J'ai eu une famille d'accueil où je restais pendant 8 mois avec eux. Mais dommage parce qu'on ne s'entendait pas bien. Mais moi j'aimais bien la famille. Mais à la fin on ne s'entendait pas bien parce qu'on n'a pas vécu. J'ai pas vécu le même vécu qu'a eu ses enfants. C'est pour ça que je dis non, je ne peux pas, il faut que je puisse avoir un appartement moi seul. De toute façon, toute ma vie, j'étais seul et je restais seul peut-être, ou bien je vais avoir une famille, je ne sais pas trop. Voilà quoi. Du coup, maintenant, tu es où là? Maintenant, je suis à Pau. À Pau, je suis dans une école, lycée, à Igon. Je fais le CAP vente. Voilà quoi, j'espère que je vais avancer. Et je fais du surf avec Damien Castera. Voilà, j'espère qu'il va m'apprendre. Je vais devenir champion d'Afrique. Même si je ne suis pas champion du monde, je vais devenir champion d'Afrique. Voilà, c'était chouette. J'ai vécu beaucoup de vécu. De moments difficiles, de moments de difficulté, de moments de facilité. On ne sait pas ce que le destin nous réserve en fait dans cette vie.
C'est ça que je dis, il ne faut jamais perdre l'espoir en fait. Il y a toujours l'espoir devant. Et je suis content d'avoir fait de nouvelles rencontres, franchement. Et franchement, je ne peux pas parler de quelqu'un que j'aime trop. Et je l'ai appelée ma maman. C'est ma maman préférée, ma mère. Ma mère préférée, maman Anita. Je l'aime trop, Anita Castera. Elle, je l'aime trop. Elle est devenue ma mère. C'est toi qui l'as fait. T'avais dit celle-là n'importe où. Non, la jambe arrière. C'est bon? Heureusement, j'ai la chance. Hein. Mais moi, je dis tout le temps, le chance, ça vient au dernier moment en fait.